Voilà, ça va la famille. Bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, on prône pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. Aujourd'hui, je vous propose un sujet bien particulier. Si je vous dis château fort, je suis sûr que beaucoup d'entre nous penseront à la période médiévale occidentale. En effet, ce mot fait instinctivement penser à l'Europe et ses chevaliers du Moyen-Âge, car les livres d'histoire ont réussi à faire cette association dans notre conscience collective. Pourtant, c'est bien en Afrique que les châteaux forts sont nés. Et oui, c'est du continent noir que ces constructions monumentales se sont répandues avant d'atteindre les autres continents, et notamment le continent européen. Voilà une idée reçue de plus que je vous propose de déconstruire méthodiquement aujourd'hui. Générique. Il faut dire que l'antériorité de la royauté soudanaise ainsi que son lieu et le rôle capital de la genèse de la civilisation égyptienne est encore très méconnu du fait de la falsification de notre histoire. En effet, dans son œuvre historique qui a marqué le tournant majeur de l'historiographie africaine, le livre Nation en agriculture, Cheikh Anta Diop prouve l'origine africaine de l'humanité, mais aussi de la civilisation universelle. Au chapitre 3 de ce livre, l'auteur aborde comment l'histoire moderne a été falsifiée en analysant méthodiquement les thèses occidentales sur l'origine de la civilisation de l'Égypte antique. En effet, plusieurs auteurs et égyptologues non africains ont situé l'émergence de la civilisation égyptienne partout sauf en Afrique. Plusieurs d'entre eux situaient l'origine de Kemet en Europe, dans le Delta, dans l'Asie, en Phénicie ou encore en Arabie. Cette falsification commence en 1799 lorsque Bonaparte entreprend sa campagne de l'Égypte. Champollion le Jeune, qui l'accompagne, va déchiffrer les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette et il va pouvoir établir une grammaire égyptienne. Dès lors, les égyptologues vont être pétrifiés d'admiration devant le passé de grandeur et de perfection qu'ils découvrent d'un ancien monde noir. L'impérialisme aidant, il sera de plus en plus inadmissible de continuer à accepter une thèse jusqu'alors évidente d'une Égypte noire. C'est de là que naîtra l'égyptologie avec pour but premier de détruire à tout prix dans tous les esprits le souvenir d'une Égypte noire. Mais comme on dit chez moi, la vérité est comme la grossesse. On a beau la cacher, cette grossesse, elle finit par sortir. Et tout le monde peut se rendre compte de l'évidence même sans qu'il n'y ait besoin de faire des commentaires. Les preuves de l'antériorité noire africaine sur la civilisation de Kama sont abondantes. Découvertes archéologiques, documents de papyrus, datations, études linguistiques, etc. Toutes ces données ont permis d'asseoir une Égypte antique noire africaine. La thématique du jour va nous démontrer une fois de plus que c'est bien le Sud qui a vu éclore la brillante civilisation de Kama. Toutes les connaissances dans tous les domaines imputés à l'Égypte antique ont une source soudanaise et africaine. C'est le cas de la notion d'architecture monumentale avec le château fort de Bouin que je vous propose d'exposer suivant le plan que vous voyez à l'écran. Commençons par définir ce que c'est qu'un château fort. Classiquement, on définit un fort, une forteresse ou une fortification comme une haute et épaisse enceinte de pierre armée de piliers et chargée de défendre une communauté ou un lieu de pouvoir. Ces constructions, surtout lorsqu'elles délimitent un château, ont fini par être associées à l'idée européenne, comme je vous le disais plus haut. La fonction initiale d'un château fort est de protéger le peuple des attaques extérieures et de servir également de base militaire. La construction d'un château fort était un symbole de pouvoir et de richesse. Les ancêtres construisaient souvent ces châteaux forts impressionnants pour faire peur à l'ennemi. Quelles sont les caractéristiques d'un château fort? Un château fort est une construction défensive, comme nous l'avons vu, reconnaissable à un certain nombre d'éléments.
Pour reconnaître un château fort, il faut qu'il y ait des murailles, des tours, des bastions, des remparts, des créneaux, des meurtrières, des douves, des ponts-levis, des embrasures, etc. Voici les définitions de quelques éléments qui caractérisent un château fort. Un pont-levis, qui est une constante dans les châteaux forts, est un pont mobile qui s'élève et s'abaisse. Une douve est un fossé rempli d'eau. Un bastion est un ouvrage en fortification, un soutien très solide en forme pentagonale. Un créneau est une ouverture qui se trouve au sommet d'un rempart. C'est une ouverture qui permet par exemple aux soldats de voir les assaillants de loin et de tirer des flèches sur eux ou d'envoyer des projectiles. Une meurtrière est une ouverture sur une muraille avec le même objectif que le créneau. Un rempart est une forte muraille qui forme l'enceinte d'une forteresse ou d'une ville fortifiée. Vous pouvez voir à travers l'image qui est projetée les différents éléments que je viens de vous expliquer. Je vous propose de passer au point suivant où on va parler du contexte et de l'emplacement du château fort de Bouenne. Eh bien, ce château fort est situé en Nubie, dans l'actuel Soudan. C'est un site archéologique d'importance majeure qui illustre l'ingéniosité militaire et l'architecture défensive de Kemet. Bouenne est situé près de la deuxième cataracte du Nil. Il faut savoir que les cataractes sont des rapides, des petits segments de rivières ou de fleuves très agités. Ce sont donc des écoulements rapides des rivières ou d'une chute d'eau. L'aménagement et le début de la construction de la forteresse de Bouenne commencent pendant la période Tinnite, période qui voit émerger les premières dynasties de Kemet. Nous sommes ici autour de moins 3300 ans avant notre ère, où on recense un certain nombre de Nesut ou de pharaons, si vous le souhaitez, notamment le pharaon Narmer, dans son vrai nom africain Nyarmogo, le pharaon Aya, le pharaon Djer, le pharaon Ouadji, le pharaon Adjib, le pharaon Ka, le pharaon Semerket et autres. C'est à partir de l'Ancien Empire, sous le Nesut Khafra, de son nom précisé, Khéphren, de la 4e dynastie, nous sommes là autour de moins 2600 ans. Donc c'est vraiment là que Bouenne prend l'importance comme un carrefour commercial, car c'est dans cette zone que des pierres qui vont servir à la construction de la pyramide de Gizeh seront exploitées. Mais c'est vraiment sous la 5e année du règne du Nesut Kakaoué, Sen-Nuseret Ier, ou de son nom précisé Sésostris Ier, de la 12e dynastie, nous sommes ici autour de moins 2030 ans, que la construction de la forteresse va s'achever et avoir l'aspect définitif que la reconstitution permet aujourd'hui. Il faut savoir que le Nesut Sen-Nuseret ou Sésostris Ier était un grand guerrier africain qui a mené plusieurs campagnes militaires. Il avait pu conquérir pendant ces campagnes l'Asie de l'Ouest et une partie de l'Arabie, de l'Europe jusqu'aux confins de la mer Noire. Je vous propose maintenant de passer au point 4 qui va concerner les fouilles archéologiques. Donc ces fouilles, donc les fouilles de Bouenne, qui ont été principalement réalisées par l'égyptologue britannique Walter Bryan Emery dans les années 1950. Vous trouverez toutes les informations sur cette fouille dans son livre The Fortress of Bouenne de Archaeological Report, coécrit avec Anne Millar et H.S. Smith. Il faut dire que ces travaux ont révélé non seulement la complexité de la structure défensive, mais aussi les artefacts qui fournissent des informations précieuses sur la vie militaire et civile dans la forteresse de Bouenne. Malheureusement, en raison de la construction du barrage d'Assouan dans les années 1960, le site de Bouenne a été inondé par le lac Nasser, rendant les futures exploitations difficiles. Passons au point 5 qui va concerner l'architecture. Bouenne est remarquable par son architecture militaire sophistiquée. Cette forteresse s'étendait le long de la vallée ouest du Nil. Son enceinte forme un circuit de près de 1,5 km et y incorporait les dernières technologies défensives comme des douves creusées à 3 mètres de profondeur dans le substrat rocheux, des revêtements, des ponts-levis, des bastions, des contreforts, des remparts hauts d'une douzaine de mètres, des créneaux, des embrasures, des failles, des stations de catapultes démontrant une avancée dans les techniques de fortification de l'époque.
Le complexe militaire couvrait une superficie d'1,3 hectare et pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Entendez bien, 10 000 personnes. À l'intérieur de la forteresse, on y trouvait des bâtiments administratifs, des entrepôts, des casernes, des magasins pour les provisions des colonies entières, ce qui faisait de Bouenne un centre militaire bien organisé. Point suivant, les techniques et matériaux de construction. 3 matériaux étaient fréquemment utilisés. Il s'agissait de la pierre, du bois et de la brique crue. Pour les parties les plus critiques de la structure, comme les bases des murs et les portes, la pierre était utilisée pour la solidité et la résistance à l'érosion. Le bois était également utilisé pour renforcer les structures. Pour les parties les moins critiques, on utilisait la brique crue. Ces briques qui étaient fabriquées à partir du limon du Nil, moulé et séché au soleil. Pour ce qui est de l'organisation du chantier, il faut savoir que la construction impliquait une main-d'œuvre considérable, comprenant des soldats et des ouvriers qualifiés. La supervision était assurée par des architectes royaux et des administrateurs militaires. Je vous propose de passer au point 7 où on va parler du plan et de la structure de la forteresse de Bouenne. Il faut savoir que le fort était entouré de murs massifs en briques crues qui pouvaient atteindre jusqu'à 12 mètres de hauteur et 8 mètres d'épaisseur. Ces murs étaient conçus pour résister aux assauts et protéger les peuples des attaques extérieures. Les 3 côtés qui font face au désert ont une longueur de 712 mètres au total. Les murs étaient renforcés par des tours de défense et 32 bastions qui permettaient aux archers et aux soldats de surveiller les alentours et de repousser les assaillants. Les tours étaient stratégiquement conçues pour maximiser la couverture de défense. Pour ce qui est des fossés et des remparts, un fossé profond entourait le fort et était souvent rempli d'eau, ce qui constituait une barrière supplémentaire, augmentant la difficulté pour les envahisseurs de s'approcher des murs. Les remparts étaient des talus de terre qu'on faisait construire à l'intérieur des murs, permettant aux défenseurs de se déplacer rapidement d'un point à un autre et de lancer des projectiles sur les assaillants en cas d'attaque. Pour ce qui est des portes et des entrées, ces entrées, donc les entrées du fort, étaient particulièrement bien protégées avec des portes renforcées et des passages étroits qui obligeaient les envahisseurs à avancer lentement et en file indienne, ce qui les ralentissait véritablement dans leur progression. Passons maintenant au point 8 où nous allons parler de l'intérieur de la forteresse de Bouenne. Des casernes pour loger les soldats étaient présentes à l'intérieur du fort. Ces bâtiments comprenaient des dortoirs, des salles à manger et des espaces pour l'entraînement militaire. Des structures pour l'administration militaire et la gestion des ressources étaient également présentes. Elles servaient de quartiers généraux pour les commandants et les centres de logistique. Des magasins et des entrepôts permettaient de stocker des provisions, des armes et d'autres fournitures essentielles pour soutenir la garnison pendant de longues périodes. Une grande citerne permettait de stocker l'eau essentiellement en cas de siège prolongé. Nous abordons maintenant le point 9 où nous allons parler du barrage d'Assouan. La construction du haut barrage d'Assouan en 1964 a complètement submergé Bouenne ainsi que tous les autres monuments situés le long de cette partie du Nil sous le lac Nasser. Bouenne était l'avant-poste le plus au nord d'une série d'au moins 8 fortifications en briques et en pierre construites au cours de la 12e dynastie le long d'un tronçon de 60 km vers le sud à partir de la deuxième cataracte. Chaque forteresse était en contact visuel avec les forts immédiatement adjacents qui comprenaient les sites de Mirgissa, de Chalkaf, de Ronarti, d'Askut et se terminant par les forteresses jumelées de Semna et Kouma, situées de part et d'autre du Nil, marquant une porte d'entrée vers l'Égypte.
L'importance culturelle et historique de la construction du château fort de Bouenne est l'un des exemples les plus impressionnants de l'architecture militaire de Kemet. Bouenne est un témoignage remarquable de l'ingénierie militaire de nos ancêtres de la vallée du Nil et de leur capacité à construire des structures défensives complexes pour protéger leur territoire. Car cette forteresse était de nature essentiellement défensive. Ses caractéristiques architecturales, telles que les murs massifs, les tours de défense, les fossés, les ponts-levis, les casernes et autres, démontrent une compréhension avancée des principes de la fortification et de la défense stratégique. Ce site souligne également les interactions culturelles et militaires entre la Nubie et l'Égypte, car sur une période de près de 2000 ans, les fortifications ont été occupées tour à tour par nos ancêtres égypto-nubiens. Le château fort de Bouenne, au Soudan actuel, précède de 3000 ans les châteaux forts médiévaux européens. Je vous mets de suite un court extrait de vidéo de National Geographic qui atteste cette affirmation. Quand on assèche le lac Nasser, on trouve des traces de la forteresse de Bouenne, qui a disparu depuis plus de 50 ans. En combinant les données historiques avec les images 3D de l'ordinateur, on peut la restaurer, mettant ainsi à jour pour la première fois le centre névralgique de la frontière de l'Égypte antique. Et c'est colossal. Son vaste tracé couvre une zone 20 fois plus étendue que la forteresse d'Ouronarti. Son enceinte forme un circuit de près de 1500 mètres et ses murs hauts d'une douzaine de mètres dominent les rives du fleuve. Voici la forteresse de Bouenne, dans toute sa gloire passée. Tout y est conçu pour impressionner. Elle montre bien le pouvoir de l'État et elle est tournée vers l'extérieur parce que ce symbole est destiné aux Égyptiens mais aussi aux autres peuples. Ces forteresses représentaient de toute évidence la puissance militaire, la domination. Ce monument se doit d'en imposer. En exhibant une architecture militaire aussi avancée, ses concepteurs semblent prévenir que tout assaut contre elle serait voué à l'échec. Si je vous disais que tous les principes mis en œuvre dans les forteresses de l'Europe médiévale sont déjà présents dans ces enceintes en briques de terre, 18 ou 20 siècles avant notre ère, vous ne me croiriez pas. 3000 ans avant les châteaux forts européens, la forteresse de Bouenne est équipée de douves sèches, d'une porte fortifiée, de remparts et de meurtrières sophistiquées permettant un angle de tir à 180 degrés. Et oui, nous savons aujourd'hui comment et quand les châteaux forts en tant que construction monumentale ont émergé en Europe. Sur le site de l'Isapo Yakama, nous pouvons lire que les Arabes entrent en Afrique en 640 de notre ère et vont soumettre plus tard par la force les peuples noirs installés au nord de l'Afrique. C'est dans la poussée de l'impérialisme musulman que les Noirs berbères du Maghreb, dits Maures ou Sarrasins, vont envahir l'Espagne en l'an 700 de notre ère, ainsi que le Portugal, la Sicile et le sud de la France. C'est toute l'expérience africaine dans la construction des forts qui va déferler sur l'Europe pendant les croisades à la fin du Moyen-Âge. Ainsi, toute la technologie des châteaux forts, remparts, portes fortifiées, meurtrières, ponts-levis, douves sèches, bastions et autres existait déjà en Afrique il y a 5000 ans. Des châteaux forts ont été construits tout le long du fleuve Nil, de la première à la dernière cataracte. Il faut savoir que Kemet était beaucoup plus vaste que ce que l'on nous présente aujourd'hui. Des forteresses ont également été construites le long de la frontière de Kama qui s'étendait jusque dans les actuels Israël, Palestine et Irak.
À l'époque, toute cette zone était sous la tutelle du Nessout, donc du pharaon. Un peu comme le cas aujourd'hui de la France qui administre encore la Corse, la Guadeloupe, la Martinique et autres. En plus du barrage d'Assouan qui a complètement englouti en 1964 plusieurs monuments qui témoignent de la grandeur en matière d'architecture africaine, Citoyen Thomas de la chaîne Afrique Suprême nous fait savoir que les châteaux forts africains d'Afrique de l'Ouest furent détruits à la dynamite et au canon pendant la période coloniale. Il faut savoir que le Nessout Ramessou avait ordonné la construction d'une colonne de forteresse tout le long de la côte nord-ouest de Kama pour empêcher l'infiltration des peuples de la mer sur son territoire. Ainsi, tout le long de son histoire, le continent noir comptera des constructions fortifiées avec l'exemple de Bouenne au Soudan qui est regardé comme le plus emblématique de tous. Des châteaux forts en Afrique, il y en a eu plusieurs. Parmi eux, on peut citer le château fort d'Ascout, de Kouba, de Mirdissa, de Kouma, de Semna Sud, de Semna Ouest, des châteaux forts éthiopiens et ceux de la période royale et impériale avec Benin City, le Moana au Zimbabwe, le château fort de Ouagadougou, le Korogo et j'en passe. Nous devrions enseigner à nos enfants que c'est l'Afrique qui est à l'origine de ces édifices élaborés, que leurs ancêtres ont fait preuve de génie, qu'ils ont inauguré des millénaires avant les autres peuples la notion de construction massive, d'architecture monumentale et la notion de génie civil. Et oui, nous devrions décoloniser nos esprits, nos savoirs, notre mental, faire le tri sur ce qu'on a dit de nous et opérer une rupture épistémologique pour une autodétermination intellectuelle. Les nouvelles générations doivent connaître leur histoire pour faire naître en eux le goût de la connaissance, de l'effort, du travail et surtout de la créativité. Je vous mets juste après la bibliographie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé car moi j'apprends également de vous. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins de Kama.